bonsoir à tous nos auditeurs de Radio Altitude. Bienvenue dans votre émission de sport, Lundi Sport, comme tous les lundis soirs, de 20h à 21h. Bonsoir Fred, comment ça va ? Bonsoir Richard, ça va et toi ? Ça va, impeccable. Très bien. La forme ? La forme, comme toujours, comme tous les lundis, c'est le début de semaine, on est là. Surtout qu'on a eu droit à une très belle journée, très beau lundi aujourd'hui. Ah beau oui, lundi, carrément. On va dire beau premier lundi de printemps. C'est ça. Voilà, on salue évidemment tous nos auditeurs encore une fois de Radio Altitude. Bienvenue dans votre émission diffusée sur Radio Altitude 97 MHz en direct évidemment. On le rappelle Fred, depuis la semaine dernière, cette émission est dorénavant disponible en podcast, notamment sur le site YouTube. Et n'hésitez pas donc à nous ajouter en tant que page favorite sur le site si connu, Boobook, sur la page Lundi Sport Radio Altitude. Voilà, et donc vous aurez accès notamment à nos podcasts pour pouvoir écouter l'émission. Par exemple, demain, si vous n'avez pas la possibilité de l'écouter aujourd'hui. Voilà Fred. T'as tout résumé. Écoute, on va enchaîner tout de suite évidemment sur le sommaire de l'émission, puisque on a encore une fois beaucoup d'actualités sportives à aborder. On commencera tout d'abord par la Ligue 2, Fred, avec, ça devait être la 29e journée de Ligue 2. 29e journée de Ligue 2. Voilà, avec le déplacement du Clermont Foot sur le terrain de l'AC Ajaccio. Ensuite, évidemment, nous aborderons la 26e journée de Liga NOS. Nous reviendrons sur cette 29e journée de Ligue 1. 30e, pardon. Ah, donc ils ont une journée d'avance. Oui. Les sélections nationales également, grosse page sélection nationale avec l'équipe de France, l'équipe du Portugal, qui va notamment côté portugais disputer un match important jeudi face à la Serbie dans le cadre des phases de qualification pour l'Euro 2016. Nous ferons un bilan global de ce tournoi de Champions League 2014-2015 avec le tirage au sort des quarts de finale, et on reviendra également sur les duels, les confrontations que nous avons eues en 8e. Et puis on terminera par le tournoi Destination avec l'équipe de France de rugby qui a failli nous causer on va dire une belle surprise avec une belle prestation entre l'équipe d'Angleterre et l'équipe de France. Un match très ouvert, oui, tout à fait. Exactement. Et puis quelques brèves people pour terminer, évidemment. Fred, sans plus tarder, c'est parti. Page Clermont Foot, Ligue 2, 29e journée de Ligue 2. 29e journée de Ligue 2, le Clermont Foot qui se déplaçait sur le terrain de l'AC Ajaccio, qui le devançait au classement d'un petit point avant le match. Et les Clermontois qui se déplaçaient là-bas avec des ambitions et au moins ramener le point du match nul et si ce n'est gagné. Et le Clermont Foot a réalisé un très bon match et il a même emporté 2-1 au stade François Coty. Et une belle prestation quand même des Clermontois dans l'ensemble avec 2 superbes buts, notamment inscrits par Ounou au terme d'une superbe action collective en première mi-temps avec Capel qui fait la passe décisive et en deuxième mi-temps par Dugimon qui était tout juste rentré, qui était rentré un peu avant, 5 minutes avant il me semble, et Dugimon qui d'une superbe frappe donne cette victoire au Clermont Foot et une victoire très très importante. Exactement, Fred. On va rappeler quand même l'équipe de départ avec notamment Janin qui était aligné au but, évidemment. Agounon à droite. Alors, ça avait l'air d'être une sorte de 5-3-2, Fred, à l'extérieur. C'est ça. Avec Agounon milieu droit ou latéral droit, comme on le sent selon la situation de match. Laporte, Diogo et Kanongo dans l'axe. Moulin à gauche, et puis donc on a retrouvé peut-être chose importante là, une doublette Ekobo-Unou en paire de récupérateurs, notamment Ekobo qui retrouvait sa place de numéro 6 devant la défense, Nkololo sur le côté, Capel milieu gauche, ailier gauche, et puis Ribas devant en pointe. D'accord avec moi sur l'équipe de départ. Tout à fait, c'est bien ça. Voilà, donc comme tu l'as dit, une victoire du Clermont Foot très très importante. Alors pour rappeler un petit peu le scénario du match, on peut quand même indiquer qu'on a eu notamment une très très bonne première mi-temps de la part des Clermontois qui se sont créés de nombreuses opportunités de but. Au final, le 1-0 est un score assez dérisoire pour le Clermont au vu des situations de jeu qu'ils ont eues, puisque les Ajacciens se sont créés très très peu d'opportunités, ont beaucoup subi. Et puis en deuxième mi-temps, le match est un peu plus équilibré. On a cette égalisation de la part d'Ajaccio par le biais de Diop qui notamment a été très très remuant en première mi-temps déjà, ce gaucher qui était très très bon. Ouais.
Il légalise en début de ce deuxième mi-temps. Ouais. Et puis, tu nous l'as dit en toute fin de match, 86e, Capel qui décale pour Dugimon une superbe frappe qui permet de donner la victoire aux siens. La chose qu'on peut mettre en avant, Fred, déjà, tout d'abord, c'est au niveau des situations de jeu créées, déjà beaucoup d'opportunités de jeu créées, et puis 2 très beaux buts. Hein. C'est vrai qu'on a peu l'occasion de le mettre en avant, mais là, sur ce match, vraiment, les 2 buts clermontois sont vraiment très très beaux. Hein. Ah ouais, magnifique. Belle réalisation. En tout cas, le premier but est magnifique. Hein. Un jeu en touche de balle. C'est ça, avec Moulin qui fait une transversale pour Capel a une touche qui décale, et derrière, Hunou qui termine aussi une touche de balle. Donc, très belle action collective. C'est ça, et là, il n'y a pas d'inefficacité offensive cette fois. Là, ils étaient vraiment devant le but, et puis ils l'ont mis au fond, quoi. Exactement. Et puis deuxième mi-temps, tu m'as dit pareil, Capel très remuant. On le voit un petit peu notamment, ce que j'aime beaucoup c'est chez ce joueur, au niveau notamment de la mentalité de jeu, c'est qu'on voit qu'il y a une tentative de faute du joueur adverse qui essaie de stopper l'action, et la plupart, on va dire peut-être 80% des joueurs auraient fait une roulade, se seraient roulés par terre, et non, il continue l'action, il se force à rester debout, et au final, ça se concrétise par un but, hein. C'est ça, tout à fait. Mais l'état d'esprit de Capel depuis un bon moment est très très bon, et c'est vraiment un joueur avec beaucoup de qualité dans cet effectif. Hein. Ouais, donc tu vas nous le rappeler, Fred, mais donc victoire dans ce déplacement sur les terres ajaxiennes, ce qui est jamais évident. Ça doit être la 2e victoire de la saison à l'extérieur. 2e victoire de la saison à l'extérieur. Aussi également 2e victoire, je crois, sur les 11 derniers matchs. Donc c'est pas beaucoup. Il y a eu beaucoup de matchs nuls dans cette période. Le Clermont Foot restait sur 2 défaites consécutives quand même. Hein. Notamment le dernier match face à Dijon à domicile où ils ont perdu 5-2. Et là, ça leur permet, juste avant cette trêve internationale, parce qu'il faut savoir que pendant 2 semaines, le Clermont Foot ne va pas jouer, là, ça permet d'avoir 6 points d'avance sur le premier relégable qui est Tours, 18e, et de prendre un petit matelas assez confortable. Hein. Du côté du Clermont Foot, là, normalement, ils vont pouvoir recharger les batteries pendant 2 semaines et réentamer ce sprint final pour le maintien de la meilleure des manières, je pense. Exactement, tu vas nous rappeler notamment le classement de ce championnat avec le Clermont Foot qui se hisse en 15e place. Il gagne une place, il gagne une place, c'est ça. Mais c'est plus, comme tu l'as dit, l'écart entre le Clermont Foot et le premier relégable qui devient intéressant pour les Clermontois. C'est ça, le Clermont qui est à la 15e place, donc avec 32 points, et derrière on se rend compte qu'il y a un petit trou avec notamment le 18e, parce que derrière c'est quand même assez serré au niveau, pareil avec le 16e et le 17e. 16e c'est Valenciennes avec 31 points, Ajaccio 30 points derrière, donc du coup cette victoire fait vraiment du bien, les Clermontois sont passés devant, plus 2 sur Ajaccio, et le Tour FC qui se retrouve 18e avec 26 points, donc 6 points de moins que le Clermont Foot. Arles-Avignon et Châteauroux qui sont 19e et 20e ont 22 points, mais eux c'est quasiment joué dans la descente en nationale, je pense, d'ici la fin de saison. Voilà, les Clermontois qui vont recevoir plus de fois, qui vont se déplacer d'ici la fin de saison. C'est peut-être un avantage aussi, hein, même si on le sait, c'est surtout les confrontations directes avec notamment Orléans, avec Arles-Avignon et Châteauroux aussi, il me semble, à moins qu'on ait fait les 2 matchs contre eux, qui vont être décisives dans l'optique de le maintien. Tout à fait. Alors c'est vrai que maintenant, comme tu l'as dit, si le Clermont Foot reste avec cette moyenne de points comme ils l'ont actuellement, il est vrai que cette victoire à l'extérieur peut être réellement décisive pour la suite de la saison. Il reste maintenant 10 journées avant la fin du championnat. C'est ça, il reste 9 journées exactement. 9 journées, 9 journées restantes. S'ils arrivent quand même à rester sur leur moyenne qui doit tourner aux alentours d'1 point, 1 point et demi par match, on devrait arracher le maintien. Ça leur fait combien de points là, Clermont ? Ça leur fait 32 points là. 32 points. Tout de suite. Le maintien, il y a 40 normalement. Il reste 8 matchs, à la moyenne d'1 point et demi comme tu le disais. Ça fait à peu près ça. Ça fait 12-13 points de plus. Et ça ferait les 42 points nécessaires pour le maintien. Avec au moins 1 ou 2 victoires jusqu'à la fin de saison, on devrait s'en sortir. 2 victoires, 3 nuls. On devrait y arriver. C'est ça, sachant que le Clermont Foot, malgré la défaite face à Dijon la dernière fois, est quand même très solide à domicile. Ça devrait pouvoir être réalisable complètement. Exactement. Un autre mot sur le Clermont Foot, ou on peut passer à la page suivante, prochain thème, dis-moi. Non, peut-être la prochaine journée si tu veux bien. Oui, je pensais que tu l'avais déjà évoqué. Et non, Clermont Foot du coup qui jouera à la maison et qui va recevoir, si je ne m'abuse, le SCO d'Angers.
Et le SCO d'Angers qui est en lutte pour la montée en Ligue 1, hein, donc un match pas facile. Hein. Angers qui déjà la saison dernière, je crois, luttait pour la montée. Hein. C'est ça, mais là ils étaient assez loin à un moment donné, hein, au mi-saison je crois, avant la trêve hivernale. Et là du coup, maintenant, ils se retrouvent vraiment dans la course, ils sont là, ils ont encore battu le Havre ce week-end, et ça va être une équipe très difficile à bouger au Gabriel Montpied. Tout à fait. Donc évidemment, espérons que du public soit présent pour soutenir nos amis clermontois et qu'ils puissent rapidement en tout cas assurer ce maintien pour repartir sur des bases saines la saison prochaine avec un entraîneur qui aura acquis de l'expérience avec cette première saison. On le sait, Corinne Diacre, c'est sa première saison en tant qu'entraîneur professionnel. Au final, si on fait le bilan, pour l'instant, ça se passe pas trop mal, puisque l'équipe ne s'est jamais retrouvée dans cette zone de relégation. Mais bon, même si d'un autre côté aussi, il a jamais vraiment été dans la première partie de tableau. Bon, je pense que Clermont Foot est à sa place par rapport à ses objectifs, par rapport à ses ambitions et ses possibilités. Oui, et puis sur les dernières saisons, on voit très bien que la place du Clermont Foot, ça se situe, notamment vu les effectifs qu'il y a en Ligue 2, entre cette 13e place et cette 17e place. Le Clermont Foot, c'est là que s'y situaient les 2 dernières saisons, et c'est là qu'il va se situer encore cette saison à l'arrivée au classement final. Exactement. Allez Fred, on va sans plus tarder enchaîner tout de suite sur la Liga Zone Sagres. Liganos, j'arrête pas avec ma Liga Zone Sagres, dis-moi, David serait là et puis me mettrait des gifles là. Il te tirerait les oreilles, je pense. Tirerait les oreilles s'il était présent. Liganos, Fred, 26e journée de Liganos, 26e journée extrêmement intéressante, on va y revenir parce que on a eu des résultats assez surprenants ce week-end. C'est sûr. Je te laisse les présenter ou tu veux que je passe allons-y, là-dessus ? Allons-y, je peux les donner si tu veux. 26e journée donc de cette Liganos, et ça a commencé vendredi soir avec le Sporting Braga, qui a été récemment défait par Benfica et par Porto, qui a accueilli l'Académica Coimbra pour se relancer. Et ils n'ont pas réussi à le faire. Un petit match 0-0 face à l'Académica. Estoril et Penafiel ont fait match nul, 3 buts partout. La grosse surprise du week-end, tu en parlais juste avant, c'est le Estel Benfica qui a perdu sur le terrain de Rio Ave à la dernière minute, on en reparlera. Le FC Porto qui jouait le soir et qui avait donc l'occasion de revenir à un point, mais qui n'a pas su la saisir, je le dirais, et qui a fait un partout sur la pelouse du National. Boavista qui a battu Belenenses 1-0. Moreirense et Maritimo qui ont fait match nul, 1 but partout. Arouca qui a gagné 3-1 face à Gil Vicente, une belle victoire. Et le Sporting du Portugal qui hier s'est débarrassé assez aisément du Victoria Guimarães, 4-1. Et ce soir se joue le dernier match de cette 26e journée, Victoria Setúbal contre Paços de Ferreira. Exactement Fred. On va revenir tout de suite tout d'abord sur le match en ouverture de cette 26e journée. C'était Sporting Braga qui recevait Académica. Et Fred, le Sporting Braga qui n'arrive pas à retrouver le chemin de la victoire alors qu'on aurait pu penser quand même avec suite à ces 2 matchs très compliqués face à 2 équipes qui luttent pour le titre, notamment en l'occurrence c'était donc Porto et Benfica, 2 défaites de suite. Braga voyait déjà la 3e place se distancer déjà, s'éloigner à grands pas, et avec ce nul 0-0 là définitivement on va le voir affilié à une victoire du Sporting. Braga est maintenant très très loin de cette 3e place. Braga qui pourtant a mené, a dominé tout ce match, durant tout le match, et créé de nombreuses opportunités. Mais voilà, face à cette équipe d'Académica assez bien regroupée, qui on le sait joue le maintien, et forcément, ça a été extrêmement compliqué de bouger cette défense bien groupée, notamment organisée par le nouvel entraîneur d'Académica, qui fait du bon travail actuellement. Alors, il y a eu un fait de jeu en fin de match, notamment Zé-Luis, sur lequel il aurait pu être sifflé un penalty avec un accrochage dans la surface, notamment au niveau du cou du joueur. Il y aurait pu avoir un penalty, mais voilà, malheureusement sans conséquence pour les joueurs du Sporting Braga qui vont devoir en tout cas s'accrocher pour peut-être espérer encore aller chercher cette 3e place, mais on le dira tout à l'heure, ils doivent être maintenant à 8-9 points du Sporting, donc ça va être
extrêmement compliqué. La bonne nouvelle quand même, c'est que Braga devrait quand même retrouver l'Europe la saison prochaine, ce qui n'était pas le cas depuis 2 saisons quand même, alors que c'est maintenant un des clubs majeurs du championnat. Ouais, ils sont revenus dans le top 4 du championnat portugais. Et tant mieux. Et par contre, ils marquent vraiment le pas depuis 3 matchs. Hein. On sait qu'avant l'opposition face au FC Porto, c'était l'équipe la plus en forme du championnat, avec le FC Porto notamment à cette époque-là. Et là, ça fait 3 matchs, 2 défaites, 1 match nul, où ils marquent clairement le pas. Même si, d'accord, ils ont affronté les 2 premiers. Hein. Mais Braga, l'année prochaine, normalement, c'est sûr, sera en Europe, comme tu le disais. Hein. Exactement. L'autre match de cette 26e journée, c'était Rio Ave qui recevait Benfica. Hein. Le Rio Ave, donc en milieu de tableau, qui fait sa petite saison, on va dire tranquillement, hein, et qui recevait cette équipe du haut de tableau. On va rappeler quand même le contexte, puisque Benfica donc désormais joue une fois par semaine, donc a le temps de préparer assez tranquillement ses matchs de championnat. Et là encore une fois, à l'image de ce déplacement de Benfica sur le terrain, j'arrive même plus à me souvenir. Sur le terrain d'Arouca. Voilà, le stade de Benfica, du Rio Ave, hein, rempli à ras-le-bord, hein, donc match à guichet fermé, 9000 supporters dans le stade. Et le stade qui encore une fois était rouge de monde, donc ce qui montrait en fait le soutien important que dispose ce club de la part de ses supporters, avec notamment la fin du championnat qui approche et des supporters qui commencent à croire de plus en plus à la possible victoire finale. Et donc l'équipe de Benfica qui alignait son 11 assez habituel, on va le rappeler, donc Julio César qui était au but, Maxi Pereira à droite, Luisan et Jardel dans l'axe, Eliseo à gauche, donc là on a la défense habituelle. Au milieu de terrain, Samaris Pizzi en relayeur, Salvio et Talisca sur les côtés et Jonas Lima devant. Donc Jorge Jesus qui décide de conserver son 4-4-2. La grosse surprise, c'est le fait d'avoir titularisé Talisca sur un côté, notamment sur le côté gauche du milieu, alors que Talisca, depuis le début de saison, est soit aligné en deuxième attaquant, soit en relayeur. Ouais, tout à fait. Ouais. Je ne m'attendais pas à le voir à ce poste-là en regardant le match. Ouais. Alors, notamment, ça a été dû à une première chose, c'est l'absence de Gaëtan, hein, évidemment, toujours un petit peu en complication, une petite douleur, des petits problèmes physiques hein, sur cette deuxième partie de saison. Et Ola John, c'est là où c'est le plus surprenant. Ola John, qui aurait pu être au final la première option pour remplacer Gaëtan, n'a pas été choisi dans cette équipe de départ. On va le voir, Jorge Jesus a peut-être voulu notamment densifier la zone intérieure du terrain face à une équipe du Rio Ave, on le sait, qui est assez intéressante dans cette zone de jeu là, avec des milieux comme Tarantini qui sont très très intéressants dans cette équipe, et notamment Diego Lopez, on y reviendra, qui rentre en cours de match et qui a été très très important. On va rappeler le scénario du match, Fred, puisque ce qui est assez intéressant en plus, c'est que Benfica, les Aigles ouvrent assez rapidement le score à la 4e minute par Salvio sur une très belle ouverture de Pizzi. Superbe ouverture en profondeur, et Salvio qui conclut d'une belle manière devant le gardien de Rio Ave. Et du coup là on se dit 1-0, le Benfica normalement va dérouler quoi. Du moins va faire comme ses derniers matchs à l'extérieur, va réussir à gagner 2-3-0 facilement quoi. Exactement. Et c'est pas le cas. Et en effet, on a eu une réaction, on va dire, dans l'effet psychologique du match, peut-être une véritable réaction de la part de cette équipe du Rio Ave qui s'est réveillée et qui derrière a mis en difficulté cette équipe de Benfica sur tout le reste du match, avec une pression haute sur le ballon, une possession intéressante. Et ça se concrétise notamment en deuxième mi-temps par cette égalisation sur penalty, à la 74e minute. À la suite d'un coup franc où Luisao met la main. C'est pas Luisao, c'est Samaris. C'est Samaris qui met la main. Ouais. Autant pour moi. Et du coup, l'arbitre qui l'a vu, parce que le ballon quand même prenait le chemin du but. Oui, tout à fait. Même si je pense que comment il s'appelle le gardien de Benfica, Julio César. Julio César était dessus, mais bon, du coup il met la main et il juge ça d'une manière intentionnelle, l'arbitre en tout cas. Et du coup penalty pour Rio Ave quoi. Logiquement sifflé puisqu'il change la trajectoire du ballon. Le ballon partait vers le but, Samaris dévie le ballon, donc logiquement bras décollé du corps, donc. Penalty sifflé très très justement. D'ailleurs, à mettre en avant la bonne décision de l'arbitre, parce que c'est vrai que dans un certain angle, c'était pas évident à siffler. Et correction de ma part, il n'y a pas de 5e arbitre en Liga NOS. La personne qu'on voyait proche du but, c'était un joueur de Benfica qui était en train de s'échauffer.
Ah C'était d'accord. pas cinquième arbitre, donc pas de cinquième arbitre. Hein, c'est soit l'arbitre de touche qui l'a signalé, soit l'arbitre principal. Voilà. Et donc pénalty transformé par Oukra. Et cette équipe de Rio Ave qui égalise et qui continue à se créer des opportunités. On le voit par Del Valle qui a 1-2 occasions nettes sur le match. Autre fait de jeu, très important, c'est l'expulsion de Louisan en toute fin de match sur une action de jeu qui aurait pu permettre à Rio Ave notamment de doubler la mise. Hein. Ouais, oui, l'attaquant de Rio Ave, c'est Del Valle, il me semble d'ailleurs, qui partait seul au but. Il me semble bien, ouais. Et Luisao, en tant que dernier défenseur, fait la faute à l'entrée de surface. Et du coup, carton rouge et coup franc pour le Rio Ave. Voilà. En position de dernier défenseur, forcément, c'était la sentence habituelle. Exactement, et on va le voir, hein, ce carton rouge qui va peser lourd sur les organismes de cette équipe de Benfica et dans les têtes également, puisque de manière assez incroyable, hein, cette équipe de Rio Ave qui joue vers l'attaque, hein, qui ne se satisfait pas de ce match nul, continue à attaquer et sur un des contres de cette équipe arrive à doubler la mise par le biais de Del Valle. Et qui arrache donc cette victoire à la 94e minute, 1 minute avant la fin du match. C'est ça, sur un super bon roulé, mais Benfica comme Rio Ave a continué à attaquer à la fin de match. Oui. Hein. Les deux voulaient chercher les 3 points. Et... À noter notamment une opportunité de Lima, hein, suite à une action individuelle de la John très très bonne, où il feinte à 2-3 reprises le même défenseur, essaie de trouver un angle de centre, le trouve parfaitement, et là même moi, je l'ai vu en direct, je me dis mais elle est au fond quoi, et il met la tête, Lima, on se dit ça y est, c'est but. Et en fait, moi j'avais la sensation sur le moment que l'arbitre avait signalé un hors-jeu. Mais non, la tête est à côté du but. C'est assez incroyable. Hein. Lima qui loupe de manière assez incroyable cette action toute faite. Et ouais, du coup, ce but tout fait. Du coup, c'est une action ratée négative pour Benfica, parce que derrière, on voit que le Rio Ave marque le deuxième but. Exactement. Et donc on va le rappeler, Fred, au niveau des stats, 9 tirs à 10 pour Benfica quand même, 8 tirs à 5. Donc une équipe de Benfica qui a globalement dominé ce match, notamment en première mi-temps, mais qui a eu des difficultés pour se créer des opportunités quand même, parce qu'au-delà de ce but, il y a peu d'occasions nettes du côté de Benfica. On recensera notamment le but de Salvio, et puis cette occasion nette de Lima, mais en dehors de ça, il n'y a pas eu grand-chose à mettre en avant sur ce match, et ce qui explique peut-être ce mauvais résultat. Ouais, c'est ça. Même sur corner, aucune faculté à se procurer de actions dangereuses, quoi. Un Jonas un peu en dedans sur ce match. Enfin, collectivement, voilà, une équipe qui a été moins bien sur ce match. Une défense aussi un peu plus en difficulté. Et par exemple, un fait de jeu clair sur ce match, c'est la balle qui entraîne le deuxième but. C'est une perte de balle de Maxi Pereira sur une mauvaise touche. Voilà, qui entraîne un contre, et la défense mal organisée. Du coup, Maxi Pereira fait la touche, perd le ballon immédiatement. Maxi Pereira n'est pas à sa place, et donc automatiquement, tout de suite, on a une défense qui se retrouve plus qu'à 3 au lieu de 4, et ça entraîne ce deuxième but de Rio Ave. Autre fait important, Fred, sur ce match, c'est que c'est la deuxième défaite de Benfica cette saison, et même scénario qu'à la 8e journée face à Braga, une équipe de Benfica qui ouvre d'abord le score et qui se fait revenir, et ensuite prend ce deuxième but. Donc scénario pas forcément favorable pour les joueurs de Benfica lorsqu'ils se mènent trop rapidement dans un match. Ils ont d'ailleurs plus de facilité à retourner un résultat, comme on l'a vu souvent à Arouca, comme on l'a vu à Moreirense. Il y a eu quand même beaucoup de matchs notamment où, à juste titre et de manière, on peut leur saluer cela, c'est le fait qu'ils aient réussi à retourner de nombreux résultats. Par contre, à l'inverse, lorsqu'ils se retrouvent rapidement en situation d'avantage, ils ont du mal à gérer cet avantage-là. Notamment contre des équipes qui sont assez physiques, qui proposent du jeu, du jeu, qui sont très vifs, notamment devant. Et là, on le voit, ça a donné le même résultat qu'à Braga. Une défaite qui a pesé dans le moral des supporters. On l'a vu, puisqu'en fin de match, les supporters de Benfica ont vivement réprimandé Jorge Jesus à la sortie du stade,
Il y a même eu quasiment on va dire je sais pas comment dire en portugais là, des agarrants. En fait, ils ont accroché un peu Jorge Jesus et lui ont pris un peu par la veste. Enfin, c'était tendu quoi. Hein. C'était tendu. Certains supporters vraiment mécontents, évidemment, puisque Benfica était rentré sur le terrain avant le FC Porto, et en cas de victoire du FC Porto sur le terrain du National, le FC Porto serait revenu à un point, Fred. Hein. C'est ça, tout à fait. Mais après, Benfica, les supporters pouvaient se rassurer en se disant qu'il y a quand même un joker. Ils pouvaient user un joker jusqu'à la fin de saison, quoi. Exactement. Dans tous les cas. Donc là, il est utilisé. Maintenant, le FC Porto, on va y venir, n'a pas su en profiter. Donc tant mieux pour eux, hein, ils sont toujours devant. Oui, tout à fait, Fred, on va y revenir justement, puisque donc le FC Porto se déplaçait sur le terrain du National, donc sur les îles de Madère. Le FC Porto également qui avait pu préparer tranquillement ce match, hein, puisqu'il n'avait pas d'échéance européenne pendant la semaine. Aligné son 11 type avec Elton au but qui remplaçait Fabiano expulsé la semaine précédente. Danilo qui retrouvait sa place de latéral droit suite à ce gros choc en Ligue des Champions. Maicon et Marcano dans l'axe, Alexandro latéral gauche, le milieu de terrain Casemiro, Herrera, Evandro. La surprise, si on peut dire, c'est quand même Evandro titularisé sur ce match puisqu'Oliver Torres était de nouveau disponible. Brahimi et Telio sur les côtés et Aboubacar devant avec Jackson Martinez qui récupère de sa blessure. Donc voilà, hein, pas de surprise majeure, simplement peut-être un choix de Lopetegui de mettre Evandro sur le terrain pour densifier ce milieu et mettre un peu plus de muscles peut-être. Ouais, face à une équipe qui, en face, la composition d'équipe était quand même assez regroupée avec beaucoup de densité au milieu. Exactement. Et donc on va le voir, hein, une première mi-temps assez équilibrée, à l'avantage de cette équipe du FC Porto qui fait bien tourner le ballon, qui sait que il faut essayer de rapidement prendre les choses en main, qui se crée quelques opportunités, mais au final le match se débloque en toute fin de première mi-temps. Sur une action individuelle et un des joueurs en forme, Telio, qui marque un superbe but. Hein. Ouais, c'est ça, il y a eu, comme tu le disais, 30 minutes assez équilibrées. Le FC Porto a accéléré quand même dans le dernier quart d'heure, s'est procuré quelques occasions. Et là, c'est Telio qui fait un exploit personnel et qui finit par, au lieu de faire un enroulé, ce que tout le monde aurait fait du pied gauche, lui il fait un enroulé intérieur, au premier poteau et non pas au deuxième, et ça finit dans la lucarne. Exactement, juste avant la mi-temps. Et là, on se dit, c'est vrai que psychologiquement, c'est toujours des phases importantes de mettre des buts comme ça juste avant la mi-temps. Et souvent, pour l'équipe adverse également, ça, c'est quelque chose de difficile à, on va dire, à avaler, puisqu'on rentre au vestiaire en ayant pris tout de suite ce but. Mais, chose à mettre en avant, encore une fois, comme on l'a vu avec ce match Rio Ave Benfica, une équipe du National qui s'est pas laissé faire et qui en deuxième mi-temps a pris les choses en main, a mis plus de vitesse dans son jeu, plus de percussion et s'est créé de nombreuses opportunités en deuxième mi-temps. On voit notamment l'attaque du National qui se crée 1-2 opportunités qui obligent Elton à se détendre. Et jamais 203, à la troisième opportunité, ça fait mouche. Ça fait mouche puisque Wagner arrive à égaliser à la 62e minute de jeu. Égalisation méritée du National. Ah oui, complètement. Ils sont revenus avec d'autres intentions en deuxième mi-temps. Ils sont procurés quelques occasions, notamment des très dangereuses. Et là, cette égalisation était plus que méritée. Hein. Je crois que le joueur, par contre, est tout seul en défense. C'est ça. Peut-être notamment une erreur individuelle de la part d'Alexandro, mal replacé sur ce contre de l'équipe du On a l'impression qu'il revient pas assez vite ou qu'il veut piquer devant le ballon pour couper la trajectoire du ballon. Et il finalement, anticipe peut-être le fait qu'il soit coupé avant et la balle passe et voilà, il est pris à défaut. Donc erreur de la part d'Alexandro sur cette opportunité. Mais en tout cas bien construite par les joueurs de National, c'est un beau centre. Hein, parce qu'il est fuyant, mais il finit par rentrer au deuxième poteau. Donc Elton ne peut pas agir dessus sur le ballon, ne peut pas intervenir. Donc elle est très très bien ajustée ce centre. Donc voilà, National qui égalise. Ensuite, on voit une réaction de la part du FC Porto qui, justement, cette deuxième mi-temps fonctionne à réaction. Lopetegui qui décide de faire entrer Quaresma en lieu et place de Brahimi. Brahimi encore un peu moribond sur ce match. Et Quaresma qui rentre un peu tardivement sur le dernier quart d'heure, qui arrive à faire bouger un peu les choses, mais sans arriver à doubler la mise. Alors quand même à mettre en avant le fait que Porto en deuxième mi-temps trouve 2 fois la barre, notamment par Maicon sur un coup franc de 30 mètres. Très très bien frappé, et puis également Danilo sur un débordement qui trouve le poteau, mais voilà, c'est sans effet. Et Porto qui aurait pu faire le gros coup du week-end
au final, ne fait que ne se rapprocher que d'un point des Aigles. Hein. Oui, ils prennent un point, c'est déjà important parce qu'ils prennent plus 1. Ils auraient aussi pu le perdre ce match. National a eu une très très grosse occasion là, quand il y a eu un partout. 5 minutes après l'égalisation, je crois, ils ont eu une grosse occasion et l'attaquant du National qui l'a mis au-dessus. Exactement, oui, grosse opportunité National qui aurait pu doubler la mise. Hein, on a oublié de le dire, mais de manière assez incroyable. D'ailleurs, l'attaquant, je me souviens plus de son nom, du National, qui met la balle au-dessus des cages alors il a juste à appuyer le plat du pied. Après, il y a une sorte de fort bond, donc est-ce que ça a peut-être joué en sa défaveur. Mais en tout cas, ce point pris par le FC Porto est comptera, je pense, dans la course finale, parce que du coup, le FC Porto revient à 3 points de Benfica. On sait qu'il reste un choc entre les deux équipes, donc là voilà, maintenant. On sait que ça peut jouer dans les deux sens, évidemment. Alors Lopetegui, l'entraîneur du FC Porto, a préféré mettre en avant le fait que dorénavant le FC Porto est maître de son destin. Oui, parce que maintenant le FC Porto a seulement 3 points de Benfica. En cas de victoire par 2 buts d'écart sur le terrain de Benfica, sera maître de son destin. Mais encore faut-il gagner par 2 buts d'écart au stade de la Luz si les deux équipes gardent le même écart jusque-là. Il arrive quand le Classico? C'est bientôt? Non, c'est à 4 journées de la fin. 4 journées. Ça sera la dernière semaine d'avril. Donc logiquement le week-end du 29 avril. Voilà. Après, à confirmer, parce que justement sur cette plage-là, il y a une finale de coupe. Voilà, il y a une finale de coupe de la Ligue qui normalement était prévue le 26 avril et normalement c'était le week-end du 26 que le FC Porto devait se déplacer sur le terrain de Benfica. Donc le match de Porto-Benfica, plutôt Benfica-Porto, risque d'être décalé. Voilà, donc à confirmer à ce niveau-là, en milieu de mois. Mais voilà, c'est vrai que les échéances, là, ce mois d'avril va être extrêmement important pour les deux équipes, hein, et notamment le FC Porto, puisqu'on parle de FC Porto, qui va disputer ses quarts de finale aller et retour au mois d'avril, et également ce match décisif pour le championnat, hein, ce Benfica-Porto qui aura lieu sur la dernière semaine d'avril. Dernier match, Fred, le Sporting qui recevait le Vitória Guimarães hier soir à 19h. Le Sporting qui était sur une bonne série, 2 victoires d'affilée, qui est notamment voyé Braga s'éloigner de cette possible 3e place, donc forcément c'était bénéfique pour les joueurs du Sporting qui peuvent assurer cette 3e place qualificative pour la Ligue des Champions. Les Verts et Blancs qui alignaient donc Rui Patricio au but, Miguel Lopez à droite, Oliveira et Everton dans l'axe. Everton qui maintenant trouve une place de titulaire, après avec ce prêt de 6 mois par le biais du Rubin Kazan. Jefferson à gauche, William João-Mário et Adrien au milieu de terrain, donc le milieu de terrain habituel. Carillo à droite, Slimani et Nani à gauche. Les choses font rapidement se débloquer pour le Sporting, Fred, même si le premier quart d'heure était compliqué pour les joueurs du Sporting, une équipe de Guimarães avec des intentions de jeu, avec une volonté en tout cas de créer du jeu, de faire pression sur l'adversaire. Mais c'est le Sporting qui, sur sa première action offensive, ouvre le score. Et de belle manière sur un centre de Carillo et une tête de João-Mário. C'est ça, au quart d'heure de jeu, le Sporting qui fait la différence. Malgré, comme tu l'as dit, une entame très difficile. Hein. Exactement. Et derrière, ça finit un peu en roue libre pour les joueurs du Sporting, puisque à partir de ce moment-là, on a une domination complète de l'équipe, avec Adrien qui double la mise à la 34e, 2-0. Ensuite, le 3e but qui intervient par le biais de Slimani. Merci, c'est Slimani de la tête également. Toujours par ce côté droit assez performant sur un centre du côté droit. 4-0, Nani sur penalty, Adrien qui fait une offrande à Nani qui permet d'augmenter, on va dire, le score. Et puis, réduction du score par Douglas. 4-1, Douglas Canou, Canou qui réduit le score, défenseur central, 4-1 en toute fin de match. Réduction du score anecdotique, une équipe du Sporting qui a pris les choses en main suite à cette ouverture du score, et notamment une belle prestation de Miguel Lopez qui a été très très intéressant sur ce côté droit, lui qui joue assez rarement, puisque normalement c'est Cédric qui est habituellement titularisé. Très percutant et un très bon apport offensif aussi dans ce match. Exactement, des ailiers percutants, des milieux intéressants. João-Mário qui, on le voit maintenant, commence vraiment
à s'investir dans les tâches offensives et à marquer des buts devant, qui devient vraiment décisif en tout cas. Et c'est ce que Marco Silva souhaitait du côté de ce joueur. Il l'avait souvent un petit peu mis en cause, on va dire pas négativement, mais par le fait que João Mário est un joueur très très collectif et souvent ne tentait pas assez, n'avait pas assez d'initiative de jeu dans le fait d'essayer de frapper et de terminer les occasions. Et là, il se retrouve souvent dans les zones d'action, dans la surface, pour pouvoir terminer ses actions collectives. Et ça joue en faveur de cette équipe du Sporting. Du côté de Guimarães, par contre, match extrêmement compliqué encore une fois. Cette deuxième partie saison est réellement très difficile à avaler pour les joueurs de Guimarães. Et une défense centrale sur ce match qui était en grande difficulté. Josué, qui habituellement est très performant, et là qui a eu des difficultés. Et Canou également. La perte centraux qui n'a pas fait son meilleur match cette saison en tout cas. Ouais, le Guimarães qui marque le pas, ça fait, je crois qu'ils ont eu une victoire sur les 10, 12 derniers Depuis matchs. Depuis la reprise, c'est vrai qu'ils ont dû gagner 1 ou 2 matchs grand maximum. C'est moyenne de points très très faible pour une équipe qui maintenant chute au classement et qui va voir revenir derrière lui certainement à grande vitesse des concurrents. Alors on va justement tout de suite aborder le classement, Fred. Avec donc Benfica qui est premier avec 65 points, le FC Porto qui resserre maintenant à 62 points, le Sporting 3e 56 points, Braga 4e 47 points, donc maintenant un trou s'est créé entre le 3e et 4e définitivement. Oui, avec plus 9 points. Voilà, c'est ça. Alors attends, 6 points, voilà, 9 points entre Sporting et Braga. Je te laisse continuer le classement, le temps que je récupère un peu de salive. Eh ben, allons-y. Le 4e, donc Sporting Braga avec 47 points, 7 points d'avance sur le 5e qui est le Vitória Guimarães, 40 points, et qui sent le souffle du Paços de Ferreira avec 36 points à la 6e place, qui joue ce soir Vitória Setúbal à 21h, on le rappelle. 7e Rio avec 36 points également, comme le Paços de Ferreira. 8e Belenenses, 36 points également. 9e le Nacional avec 33 points. 10e Moreirense avec 32 points. 11e Marítimo, 31 points. On a à 12e place Estoril, 28 points. Boavista est 13e avec 28 points également. L'Académica Coimbra, 26 points et 14e. 15e Arouca, à égalité de points avec le Vitória Setúbal, qui joue ce soir contre Paços de Ferreira. Et 17e Gil Vicente, 19 points. 18e et dernier Penafiel avec 17 points. Merci Fred. Et oui, donc comme tu indiquais, prochaine journée, 27e journée également de Liga NOS, ça sera donc dans 2 semaines maintenant, puisque nous aurons 3 matchs d'ouverture le vendredi 3 avril avec Académica Rioa, Vitória Guimarães Arouca, Guimarães qui va devoir absolument se relancer là, face à Arouca, et puis Braga qui se déplace sur le terrain de Gil Vicente. Samedi 4 avril, le Benfica recevra Nacional dans l'objectif de se remettre dans le droit chemin en tout cas. Et puis dimanche, le Paços Ferreira qui va recevoir le Sporting, match qui sera intéressant à suivre, on le sait, puisque Paços Ferreira notamment a battu Benfica à domicile. Donc c'est une équipe difficile à manier. Oui, une très bonne équipe qui fait un bon parcours, qui construit son beau parcours actuel de la saison à domicile notamment. Exactement. Et le FC Porto qui clôturera cette 27e journée avec une réception d'Estoril. Estoril un petit peu plus en difficulté cette année. Estoril qui notamment a démis de ses fonctions, on le rappelle, José Couceiro. Estoril 12e du championnat. Voilà pour cette 27e journée. On va passer tout de suite à la Ligue 1, Fred, sans plus tarder. Et allons-y. On 30e journée de Ligue 1. 30e journée de Ligue 1. La Ligue 1 qui a commencé vendredi soir avec le Paris Saint-Germain qui recevait le FC Lorient. Et le Paris Saint-Germain s'est imposé 3-1 avec un triplé de Zlatan Ibrahimovic. Un nouveau triplé pour lui. Et en tout cas le premier cette année, je crois. Et Ibrahimovic qui a marqué 2 pénaltys dans ce match. Plutôt les Parisiens ont quand même fait une belle prestation et une victoire importante qui leur permettait de prendre la première place. Et on va voir qui l'ont gardé parce que l'Olympique Lyonnais, samedi après-midi, s'est incliné à la surprise générale face à l'OGC Nice à domicile, 2-1. Donc là aussi, on a vu des Lyonnais mener 1-0 et derrière qui ont égalisé à la suite d'un penalty de Gonalo. Là, les Lyonnais évoluent en supériorité numérique à 11 contre 10 et on se dit que ils vont facilement gagner ce match. Et c'est pas le cas.
les Niçois, en fin de match, inscrivent aussi également leur penalty de leur côté par Esseric, et du coup Nice qui s'impose 2-1 à Lyon. La grosse surprise du week-end. Ouais, les Lyonnais, c'est vrai que c'est assez surprenant. On avait donc ce match nul qui avait été arraché la semaine précédente sur le terrain de Marseille, au Vélodrome. Une équipe de Lyon performante. On pensait que ce match nul aurait permis à Lyon notamment de faire distancer Marseille de cette lutte pour le titre. Et là, vraiment, contre-performance très très surprenante du côté du Gerland, hein, c'est vrai, puisque Lyon perd à la maison. Et en plus, il y a eu un cas assez compliqué à gérer, oui. Fred, hein, avec le cas Gourcuff. Hein, ça commence à devenir assez insupportable à gérer du côté de la direction lyonnaise, je pense, au cas Gourcuff. Hein, tu vas nous le rappeler, qui est sorti... qui après une frappe, sur une frappe, se tient la cuisse, là sans rien dire ni à ses partenaires. Si Fekir le voit, demande le changement, fait signe au banc de touche de faire un changement. Et là Gourcuff, sans dire un mot, même pas un mot à son entraîneur, à personne, aucun de ses coéquipiers, s'en va au vestiaire. Directement, voilà, sans même saluer son entraîneur et sans attendre le remplacement surtout. C'est ça, il s'est passé 2 minutes, plus de 2 minutes et 30 je crois, avant qu'il y ait changement, quand le nouveau joueur rentre. Donc c'est quand même assez inadmissible quoi, de la part d'un joueur professionnel quoi, de faire ça. Exactement, tout à fait. Cas qui va devenir compliqué à gérer pour la direction lyonnaise et Johan Gourcuff qui du coup se met en difficulté, hein. En tout cas risque très certainement peut-être de quitter le club à la fin de la saison. Là je vois pas comment maintenant il peut rester en odeur de sainteté au club, hein. Là, très sincèrement, après un comportement pareil, ça devient assez compliqué. On a vu notamment Jean-Michel Aulas défendre son joueur encore une fois, mais ça va devenir difficile à la longue, hein, de le défendre, hein, sur des comportements pareils. Surtout que là c'est important quoi, c'est des matchs qui doivent compter dans la lutte pour le titre, et là de laisser ses partenaires à 10, ça fait un peu je pense à moi et puis au collectif pas du tout quoi. Exactement. Autre match, notamment l'Olympique de Marseille qui se déplaçait hier soir au Stade de France pour affronter le Racing Club de Lens, qui avait délocalisé son match à Paris. Et le RC Lens qui a tenu une mi-temps face à l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille quand même qui s'est procuré quelques occasions, notamment en première mi-temps, même s'il y a eu beaucoup de fautes lors de cette mi-temps. Et un Dimitri Payet très actif. À la mi-temps, Marcelo Bielsa qui décide de faire entrer Michy Batshuayi à la place de André-Pierre Gignac, qui avait fait quand même une bonne première mi-temps, mais qui est sorti. Et Michy, sur sa première occasion, son premier ballon, à la 46e minute, marque le premier but de l'Olympique de Marseille. Donc à partir de là, on se dit c'est bon, les Marseillais vont gagner, et bien gagner, et c'est le cas. Les Marseillais qui s'imposent finalement 4-0, donc une victoire quand même assez nette, hein. Victoire convaincante de l'Olympique de Marseille, et il est vrai, une équipe de Marseille qui a l'air complètement revigorée depuis ce match à Toulouse, hein, c'est vrai, avec on avait vu une très belle prestation du côté de Toulouse, victoire très large, 6-1 si je me trompe pas. C'est ça. Ensuite, réception de Lyon, et là Marseille a fait encore une fois une très belle prestation. Ils avaient dominé à plat de couture cette équipe lyonnaise et ne s'était pas imposé, mais par manque de chance, manque de réussite, et peut-être une décision arbitrale qui aurait pu être aussi à juger, mais en tout cas une équipe de Marseille qui aurait mérité de gagner face à Lyon. Et là, c'est encore sur ce match hier soir, qui gagne largement, hein. Donc on sent une équipe de Marseille revigorée, surtout que on abordera notamment la prochaine journée, mais il va y avoir une échéance décisive la semaine prochaine, hein, qui peut complètement les relancer pour la course au championnat. C'est ça, là ils reviennent à 2 points du Paris Saint-Germain, et le prochain match, heureux hasard, hein, ou malheureux pour le perdant, après on le saura après, mais l'Olympique de Marseille va recevoir le Paris Saint-Germain. Donc une superbe affiche au Stade Vélodrome, hein, dans 2 semaines. Exactement, affaire à suivre en tout cas, mais dans 2 semaines ça va être le gros choc à suivre, hein. Et derrière ça lâche rien, parce que derrière Monaco a gagné hier au Stade de Reims, 3-1, donc une belle victoire très convaincante des Monégasques qui ont procuré beaucoup de jeux, qui ont rapidement mené au score par Fabinho, une superbe frappe, hein. Sur ce que oui. Alors j'ai pas pu voir les buts notamment, mais sur ce que j'ai entendu, comme tu le dis, de la prestation de Monaco, très très bien, en tout cas très très bien réussi, avec une équipe de Monaco qui a proposé du jeu et qui a fait peut-être un de ses meilleurs matchs de la saison.
Ouais. en termes de jeu. Et ouais, surtout qu'ils avaient joué dans la semaine. Enfin, on sent qu'ils sont lancés dans ce sprint là pour, si ce n'est le titre de champion, aller chercher une place sur le podium du moins. Ouais, exactement. Un Moutinho notamment qui était encensé par les médias. Très bon match de Moutinho. À relever puisqu'il l'a été rarement depuis qu'il a signé à Monaco. Il faut quand même rappeler que ce joueur après les départs de James Rodriguez et de Falcao, s'est posé beaucoup de questions sur la suite du projet, parce que au-delà du fait de percevoir un joli petit salaire, je pense quand même que quand il a signé à Monaco, on lui avait vendu, comme à ces deux joueurs-là qu'on vient de citer, un beau projet, avec l'objectif certainement à terme de jouer les places majeures au niveau européen. Et c'est vrai que entre-temps le projet a été modifié et Moutinho en a peut-être pris un petit coup sur la tête. En tout cas, là, il revient très bien. Ouais, puis on parlait tout à l'heure du FC Porto qui jouerait en le quart de finale de la Champions League. Là, Monaco aussi est qualifié, et contre la Juventus, ça va être une opposition très, très intéressante. On va y revenir, ouais, notamment, tout à fait, avec cette opposition en quart de finale. Monaco qui n'était plus en quart de finale depuis 2004. Depuis la finale. Exactement. Porto. Autre résultat, Fred? Autre résultat, Saint-Etienne, une victoire importante face à Lille, 2-0. Victoire également importante pour Toulouse, dans l'optique du maintien, face à Bordeaux, un concurrent, toutes ces équipes qu'on a citées précédemment à l'Europe. Et Toulouse qui s'impose 2-1. Le choc psychologique, Fred. C'est ça. On le voit souvent avec un changement d'entraîneur, avec notamment, rappelle-moi son nom. Dominique Arribagé. Oui, et l'ancien entraîneur? C'était Casanova. Casanova, merci. J'avais un doute, parce que j'avais peur de confondre avec Casablanca, Casanova. Et je repense à Tintin. Là, j'ai vu le film de Tintin il y a 2 semaines, là, rien à voir, mais du coup j'ai confondu. Donc oui, Casanova qui était depuis de nombreuses saisons au club et remplacé par Arribagé. Voilà, ça débute bien pour Arribagé. Espérons pour lui qu'il arrive à sauver cette équipe de Toulouse. Ouais, et Ben Yedder aussi, on peut souligner sa bonne performance, un but, il a marqué un but, c'était, ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas marqué. Sinon, la soirée de samedi n'était pas riche en buts, 3 matchs nuls 0-0, Bastia-Guingamp, Caen-Metz 0-0, et Rennes-Nantes, un derby 0-0. La victoire importante aussi d'Evian, qui marque 3 points importants face à Montpellier, victoire 1-0. Donc là, une victoire aussi qui va compter pour le maintien. Exactement. Tu ne m'as pas dit Saint-Etienne également. Il y avait quand même un match intéressant, Saint-Etienne hier face après-midi, à Lille, qui a gagné 2-0 face à Lille. Une opposition très intéressante en première mi-temps, avec un match nul 0-0 à la mi-temps, même si les Stéphanois auraient pu bénéficier d'un penalty sur une main de Corchia dans la surface. Mais la deuxième mi-temps, le tournant du match, ça a été quand même cette expulsion de Ronny Lopez, qui revenait tout juste pour les Lillois, qui était aligné par René Girard au milieu de terrain, en numéro 10. Et là, l'expulsion sur un tacle, sur un excès d'engagement, je dirais. Et du coup, derrière, les Stéphanois, on se compte dit, se sont réorganisés, avec notamment Cornier qui est rentré en jeu. Et on réussit à s'imposer sur un doublé de Max-Alain Gradel. En effet, oui, tu nous l'as dit, victoire de cette équipe de Saint-Etienne qui se replace dans cette course à l'Europe. Et on va dire, un quatuor qui commence à se profiler réellement, et même un top 5, un top 5 là qui commence à se dessiner. On devrait peut-être avoir ce top 5 en fin de championnat là, normalement. Ça devrait plus beaucoup bouger. Monaco qui s'est très très bien replacé sur les 6-7 dernières journées, parce qu'ils étaient vraiment décrochés au mois de janvier. C'est ça. Ils étaient, je pense qu'ils devaient à peine être à la 10e position du classement. Là, ils sont revenus dans le top 4. Oui. Et puis Saint-Etienne qui, depuis le début de saison, est une équipe régulière. Qui est là, oui. Qui a toujours occupé qui a toujours été dans la première partie de tableau, depuis le début de saison, qui a toujours occupé ces places là jusqu'à la 6e, 7e place, et les Stéphanois qui sont là à la 5e place, mais bien ancrés à cette place parce que derrière on voit déjà qu'il y a un petit trou. Et si tu le veux bien, on va parler du classement du coup, avec Paris Saint-Germain qui est en tête avec 59 points, avec un point de plus que l'Olympique Lyonnais, 58 points. Donc la première fois que le Paris Saint-Germain est en tête cette saison. 3e l'Olympique de Marseille avec 57 points. Prochain match, on le rappelle, Marseille-Paris Saint-Germain. 4e Monaco avec 53 points, qui a là un match en retard. Donc si les Monégasques gagnent leur match en retard, ça leur fait 56 points et seulement 3 points de moins que le Paris Saint-Germain. Donc une fin de saison très intéressante pour eux aussi. 5e place pour la Saint-Etienne avec 52 points. Et là, derrière, on voit qu'il y a déjà un petit trou avec Bordeaux 6e, 48 points. Montpellier qui est 7e avec 45 points. Et derrière, c'est déjà un peu plus éloigné.
avec 41 points, 40, enfin c'est très éloigné. Et en bas de tableau, donc cette victoire de Toulouse leur permet de revenir à 17e place. On a Lorient avec 34 points, 18e Toulouse 32 points, 19e Lens 25 points, pour qui ça va être très dur, et 20e et dernier Metz également avec 23 points. Pour là, je pense que la Metz est dite pour eux. En effet, ouais, Metz, bon dernier de ce championnat de Ligue 1. Prochaine journée, Fred, également, ça sera dans 2 semaines. Hein. Prochaine journée dans 2 semaines avec 3 matchs très, très, très intéressants. Guingamp qui va recevoir l'Olympique Lyonnais. L'AS Monaco qui ouvrira le bal face à l'AS Saint-Etienne le vendredi soir. Et le grand match du dimanche soir, ce sera le Classico, on va dire, enfin le Classico français du moins. L'Olympique de Marseille qui recevra le Paris Saint-Germain. Merci Fred, on va enchaîner tout de suite sur la page internationale, revenir sur le foot international. Je vais te laisser préparer ta petite chronique équipe de France et je vais aborder notamment l'équipe du Portugal, puisque là on va arriver en semaine d'échéance internationale comme on l'évoquait. Le Portugal notamment va recevoir dans le cadre de ses phases de qualification pour l'Euro 2016 la Serbie jeudi soir. Et match qui va être important pour le Portugal évidemment, dans le but de se distancer de cette équipe de Serbie qui a mal débuté cette phase de qualification. On va rappeler notamment le sélectionneur Fernando Santos qui a convoqué les 23 joueurs. Quelques surprises quand même à noter sur ces convoqués, avec le retour, de manière assez surprenante, de Hugo Almeida, sélectionné. Il y a eu notamment Hugo Ventura qui fait une très bonne saison en club, qui a été sélectionné au but. Donc au niveau des gardiens, on va le rappeler, Rui Patricio, Anthony Lopez et Ventura, donc qui joue à Belenenses. Au niveau des 3 gardiens, petite parenthèse quand même, il serait quand même peut-être pas mal de voir un Anthony Lopez jouer avec la sélection portugaise, parce qu'on a senti un Rui Patricio en difficulté ces dernières semaines, et Anthony Lopez, tu vas nous le confirmer Fred, est vraiment très très performant cette saison avec Lyon. C'est peut-être sa saison de confirmation. Il se dévoile complètement à la Ligue 1, on l'avait déjà vu la saison dernière. Là cette saison on sent quelqu'un de serein, de complètement relâché. Ouais, complètement. C'est un joueur qui, on se rappelle, son premier match était lors d'un derby. Il était déjà, ce jour-là, il avait fait un super match. Et depuis, il a monté son niveau de performance. Et c'est vraiment un très très bon gardien de Ligue 1. Et là, cette saison avec l'Olympique Lyonnais, qui d'ailleurs a l'une des meilleures défenses de Ligue 1, fait vraiment de très belles prestations. Et c'est un très bon gardien. Et je comprends pas, comment on en parlait déjà à d'autres émissions, qu'il ne soit pas gardien titulaire d'équipe portugaise. On va voir, peut-être qu'il pourrait y avoir une modification sur ce match face à la Serbie. Affaire à suivre. En tout cas, c'est vrai qu'il faut le rappeler. Ce qui joue beaucoup en la défaveur de Anthony Lopez, c'est le manque de visibilité de la Ligue 1 du côté du Portugal. Forcément, c'est un championnat qui n'est pas suivi autant que le championnat espagnol ou championnat anglais. Après, vice-versa, c'est pareil pour la France. Donc voilà, c'est ce qui fait qu'il manque un peu de visibilité du côté des Portugais. Alors, faut rappeler notamment, quand même, petite parenthèse justement, pour faire une parenthèse d'Anthony Lopez, il lui reste plus qu'1 an et demi de contrat à Lyon, et Benfica serait en train de se positionner sur ce joueur qui pour l'instant ne pèse pas lourd au niveau des salaires, puisqu'il tourne à 300 000 euros annuels à l'Olympique Lyonnais. Donc c'est un salaire qui rentre tout à fait dans les possibilités du club de Benfica. Et dans le cadre où la rénovation du contrat se fasse pas, on peut penser que peut-être Anthony Lopez, dans l'objectif de se montrer en sélection, pourrait peut-être venir du côté du Portugal. Affaire à suivre. C'est possible. Affaire à suivre. Ouais. Au niveau des défenseurs, on va rappeler donc Cédric, Eliseu, Coentrão, Bosingua, José Fonte, Pepe et Ricardo Carvalho, ainsi que Bruno Alves et Antunes. Donc à noter notamment le retour de Antunes en doublure d'Eliseu à gauche. Et Antunes qui est bon en ce moment avec le Dynamo Kiev. Si je ne me trompe pas, avec le Dynamo Moscou, qui est en quart de finale de Ligue Europa. Qui n'est pas en quart de finale. Ils se sont fait éliminer ils se sont fait sortir Naples. récemment, en 8e, mais qui avait fait un bon match, notamment qui est marqué au match aller. Ouais. Milieu de terrain, André Gomes, avec cette très belle équipe de Valence cette saison. João Moutinho, João Mário, Thiago et William. Et puis devant, donc on a Eder, toujours sélectionné, Cristiano Ronaldo, Hugo Almeida, Dani du Zénith, Nani, Vieirinha.
avec une très belle équipe de Wolfsburg cette saison, et Quaresma. Voilà pour les 23 sélectionnés. Donc on le rappelle, match face à la Serbie jeudi soir, aux alentours des 21h, et puis un petit match amical dimanche prochain face à nos amis du Cap-Vert, voilà, pour un match amical. Et oui. Je pense avoir tout dit. Alors attends, je vais juste vérifier la date. C'est le 31 mars, le match face au Cap-Vert. Donc si je me trompe pas, le 31 mars, c'est un mardi, c'est mardi suivant. Donc mardi 31 mars, Portugal, Cap-Vert. Côté équipe de France, Fred. Côté équipe de France, l'équipe de France qui s'est rassemblée depuis ce matin à Clairefontaine dans l'optique de disputer 2 matchs amicaux cette semaine. Le premier, un grand classique face au Brésil jeudi soir. Une opposition très forte pour l'équipe de France. Et le deuxième match se déroulera dimanche contre le Danemark. Donc là, dans l'équipe de France, il n'y a pas trop de surprises à signaler, juste les 2 absences. Il y a un peu de roulement avec des absences. On va dire que peut-être que ça sera l'occasion pour Didier Deschamps de faire des tests là. On arrive dans la phase très très importante au niveau des clubs. Donc là, il est certain que Didier Deschamps devra gérer les organismes des joueurs de manière très 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 intelligente. Mais je pense qu'il y a une concertation avec les clubs pour pas qu'ils ne jouent plus de 45 minutes ou 60 minutes. Enfin. Exactement. Et puis ça sera vraiment plutôt un match de gala face au Brésil, je pense, jeudi. Oui, même si c'est bien de continuer dans la lignée des résultats, dans la dynamique actuelle de l'équipe de France. Même si on sait qu'Hugo Lloris sera pas là, mais derrière on a encore des bons gardiens. Ça peut être l'occasion pour Mandanda de se mettre en avant, lui qui fait une saison assez bonne avec Marseille. Oui, il fait une très bonne saison, Steve Mandanda. Et du coup, il devrait être titularisé, notamment d'ailleurs, parce que c'est le numéro 2, donc là il va devenir numéro 1 pour ce match. Face au Brésil. Derrière, on n'a pas trop de surprises. Si on peut noter le retour de Benoît Trimouninas aussi, du FC Séville, qui est là dans les 23 Français. Kurt Zouma également de Chelsea, qui fait son apparition. Logique, puisqu'il joue assez régulièrement avec Chelsea en ce moment. Oui. On se souvient de son entrée, notamment contre le PSG. Oui. En huitième de finale. Il joue maintenant très régulièrement en championnat, notamment. Ouais. Milieu de terrain, il n'y a pas trop de surprises. Si, le rappel de Joshua Guilavogui suite à la blessure de Maxime Gonalon, qui ne pourra pas participer à ces 2 matchs. Et devant, on a assez du classique avec Valbuena, Benzema, Antoine Griezmann, Alexandre Lacazette, le Lyonnais. Un autre Lyonnais aussi qui fêtera peut-être sa première titularisation aux sélections. Nabil Fekir, donc qui est là, et Olivier Giroud, qui marche sur l'eau en ce moment. Oui, c'est vrai, Giroud à l'image de ce match face à Monaco qui retrouve le chemin défilé, qui est très performant. Exactement, et on suivra ça côté français, Fred. Bon, après pas trop de pression à se mettre, ce sont des matchs de préparation. L'important c'est peut-être de voir un peu ce que ça donne au niveau du contenu et au niveau des individualités sur certains postes, voir si Fekir peut-être pourrait régler ce problème sur le côté droit de l'attaque de l'équipe de France, parce qu'on sait qu'il y a une place à pourvoir peut-être sur ce côté droit. Notamment si Deschamps reste dans ce système en 4-2-3-1. Oui, c'est vrai qu'on ne sait pas trop qui joue à cette place, parce que c'est souvent des rotations entre Valbuena, Griezmann qui joue là. Enfin, il n'y a pas de titulaire indiscutable, et Nabil Fekir, qui est vraiment très à l'aise techniquement, peut être ce joueur-là, et notamment dans sa qualité, dans toutes ses qualités, physique, technique, qui peut beaucoup apporter cette équipe de France. Je le mets à fond. J'aime cette musique. C'est pour ça Qu'est-ce que je me suis arrêté. Cette musique. On enchaîne tout de suite, évidemment. Vous êtes toujours sur Radio Altitude 97 MHz. Nous sommes quasiment à la fin de cette émission. Il est 21h01. Fred, on aborde quand même une petite page de Ligue des Champions. On va rappeler, on a eu les derniers 8e de finale de Ligue des Champions cette semaine, qui donc nous a donné les derniers qualifiés, et on rappelle donc tout de suite les quarts de finale. Nous aurons donc en quart de finale de Ligue des Champions match aller-retour, match aller la semaine du 14 et 15 avril, match retour le 21 et 22 avril. La Juventus de Turin qui affrontera Monaco. Tirage au final que je trouve accessible pour Monaco, Fred. C'est pas un mauvais tirage pour les Monégasques. Non, c'est pas un mauvais tirage, mais c'est pas hyper facile non plus, parce qu'on a vu une Juventus. À ce stade de la compétition, bon. Ouais, c'est compliqué, mais oui, les Monégasques qui ici restent dans leur lignée de leurs matchs en Ligue des Champions, notamment en phase de poule et même contre Arsenal, peuvent très bien passer ce tour, oui.
Exactement. L'Atlético Madrid qui affrontera le Real Madrid également dans ce duel madrilène. Alors là, c'est sûr que côté Real, on doit pas être très 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 heureux parce que cette saison, Fred, le Real Madrid n'a vraiment pas de réussite avec cette équipe, avec ce voisin madrilène, puisqu'ils n'ont jamais battu l'Atlético cette saison encore. Hein. Et non, tout à fait, oui. Ils ont notamment pas gagné un championnat contre eux, hein. Si je me souviens bien, ça doit être un nul et une défaite, et ils sont fait sortir de la Coupe d'Espagne. Hein. Donc, et ils ont également perdu la Coupe d'Espagne face à l'Atlético. Donc la totale, hein, la Super Coupe d'Espagne. Hein. Voilà. Le FC Porto qui recevra le Bayern Munich. Alors là, nos amis portugais, FC Porto, là, ils ont sorti le gros lot. Hein. Évidemment, c'était une des équipes à éviter, je pense, pour tous les autres. Et là, bon, le FC Porto, c'était peut-être l'heure aussi pour nos amis portugais de tomber un gros tirage, puisqu'on va le rappeler depuis le début de la compétition, ils n'avaient pas encore réellement joué de poids lourd. Hein. Donc ça va être un vrai match test. Match très intéressant. Ouais, confrontation intéressante avec deux équipes en tout cas très très joueuses. Et puis le Paris Saint-Germain qui va affronter encore une fois nos amis barcelonais. Ils n'ont pas eu assez des matchs de poule pour se départager, alors voilà, ils vont s'affronter lors de ce quart de finale. Quart de finale aussi, normalement assez déséquilibré, mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, la porte est ouverte pour les clubs français en tout cas qui ne s'affrontent pas dans ces quarts de finale. Non. Les deux clubs français le souhaitaient, hein, donc je pense que c'est même bien pour la beauté du sport et pour la beauté de cette Ligue des Champions. Oui, c'est sûr. Et puis même, il vaut mieux avoir deux clubs en demi-finale qu'un seul. Hein. Exactement. On va finir quand même par un petit mot de tournoi à destination. Fred, l'équipe de France qui mettait fin à ce tournoi avec ce déplacement à Twickenham face aux Anglais. Et oui, et ce crunch, une nouvelle fois, les Anglais jouaient en dernier. Les Anglais jouaient en dernier. Ils savaient qu'ils devaient gagner de 26 points pour être les grands vainqueurs de ce tournoi destination 2014-2015. Et les Anglais se sont imposés au terme d'un match très spectaculaire. 12 essais ont été inscrits dans ce match, 7 pour l'Angleterre, 5 pour la France. Une équipe de France qui a été très joueuse, qui a très joueuse, qui aurait pu peut-être prendre un peu plus d'écart en début de match avec beaucoup de pénalités manquées, mais réellement ce qu'on attendait, comme on le disait, c'était de voir quand même du contenu, voir du jeu, et réellement moi en tout cas personnellement j'ai vu une belle équipe de France qui nous a fait plaisir à voir en termes de jeu. Ah oui, ça fait plaisir aux yeux de voir des actions aussi bien menées, quoi, avec des passes très rapides, des transmissions. Enfin, c'était vraiment avec un Keita Assi performant. Hein. Très performant, même s'il a failli faire la boulette de sa carrière. Mais oui, Keita Assi très remuant. Également Speeding, qui avait encore fait un super match. Une révélation quand même dans ce tournoi, Speedy. Exactement. Guirado aussi, très très bon. Des bonnes choses à mettre en avant sur ce match, exactement. Il y a de très très bons joueurs dans cette victoire équipe. De l'Irlande, hein, c'est ça. Hein. Et victoire de l'Irlande au final, comme l'année dernière. Voilà. L'Irlande qui s'est imposée en Écosse facilement, 40-10. Donc voilà, belle victoire. Allez, ça marche. Merci Fred. On va devoir rendre l'antenne d'ores et déjà. On se retrouve lundi prochain 20h, Fred, toujours présent. Et lundi prochain, on sera là. Un grand bonsoir à nos auditeurs. Évidemment, n'oubliez pas, nous sommes toujours en podcast, émission sur la page Boubouk Lundi Sport. À lundi prochain 20h. À lundi prochain, bonne semaine.